Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour le décryptage d'un cas d'investissement. C'est Nicolas Marinov qui est à mes côtés ce mois-ci en plateau, gérant chez Clartan, bien sûr. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et nous parlons avec vous, Nicolas, du cas de Bank of Ireland, qui est une banque privée, commerciale, irlandaise, comme son nom l'indique. Vous allez nous expliquer ce qui caractérise Bank of Ireland, mais si on fait un peu l'histoire récente de ces dernières années, il faut rappeler que Bank of Ireland, comme d'autres banques irlandaises, par exemple, fait partie des rescapés de ce qu'on a appelé la grande crise financière, donc la crise des subprimes aux États-Unis, la faillite de Lehman, ce moment compliqué évidemment pour le système financier mondial. Bank of Ireland s'en est sorti grâce au sauvetage de l'Europe. En effet, nous sommes plutôt sur une valeur qui est capitalisation moyenne. Il capitalise 17 milliards d'euros avec un peu plus de 4 milliards d'euros de revenus bancaires en 2025. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement banque domestique présente uniquement sur les îles britanniques, avec la majorité dans la République d'Irlande, avec une partie de l'activité qui est au Royaume-Uni. Et en effet, c'est une banque assez ancienne, puisque c'est la plus vieille banque irlandaise en existence, créée à la fin du XVIIIe siècle, puis au cours du XXe siècle, c'était la banque du gouvernement irlandais au tout début de la création de l'État, jusqu'à la création de la Banque centrale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ils ont suivi les hauts et les bas de l'économie de l'île, avec bien sûr les années folles des années 90 et 2000, et puis l'effondrement de 2008, grave crise économique, chute du prix de l'immobilier, explosion du chômage. Et en 2009, comme d'autres banques irlandaises, ils ont reçu une injection de 7 milliards d'euros de la part de l'État. Recapitalisation. Exactement. Ouais. Donc le retour à la profitabilité a été lent. Ils ont retourné au profit. Ils ont renoué avec les profits en 2014. L'État s'est désengagé complètement en 2022 puisqu'ils ont pu obtenir un dividende, un remboursement de leur récapitalisation. Ouais, c'est ça. Non, mais il a fallu, c'est ça, plus de 10 ans, 13 ans pour solder complètement cette crise avec la sortie du gouvernement irlandais, du capital de la Bank of Ireland. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, quasiment 20 ans après cette grande crise financière? Vous disiez, c'est une banque domestique de taille moyenne. Donc c'est une banque qui est, j'imagine, dont la croissance est guidée avant tout par les performances de l'économie irlandaise. C'est ça, Nicolas ? Oui, tout à fait. Donc les revenus, si on regarde la répartition, la moitié, c'est la banque au détail en Irlande, donc services aux particuliers. Vous avez 10% qui sont à la gestion de fortune, 14% générés dans le détail au Royaume-Uni et un quart prêt aux entreprises. Donc aujourd'hui, c'est une banque qui est plutôt bien capitalisée, avec une solidité bilancielle, avec du capital excédentaire et une profitabilité assez confortable. Il génère 11% de retour sur fonds propres en 2025, ce qui est assez élevé pour une banque. Et donc, nous considérons qu'il est avantageux pour un investisseur action d'être exposé à l'économie de l'île émeraude, puisque le taux de croissance est beaucoup plus élevé qu'en zone euro. Dans les années à venir, l'économie devrait croître de 3% par an, donc bien au-delà de 1% en Europe. La dynamique démographique est bien sûr beaucoup plus favorable également. Donc oui, c'est un titre qui est assez exposé à cette économie. Oui, c'est ça. C'est un play, comme on dit, une action qui permet de jouer l'économie irlandaise. Nicolas, qu'est-ce qu'il faut savoir quand même aussi de l'équilibre et de la composition de cette croissance en Irlande? Quand on regarde, ceux qui ont l'habitude de regarder les chiffres de croissance trimestriels publiés par les différents pays de la zone euro, on a toujours une énorme volatilité de la croissance irlandaise, parce que c'est une économie qui est aussi très dépendante des multinationales
multinationales qui sont installées et du système fiscal qui crée aussi cette volatilité des revenus pour le gouvernement irlandais. Est-ce que ça peut impacter, est-ce que ce phénomène de volatilité impacte par exemple l'activité de Bank of Ireland, ou est-ce qu'ils sont décorrélés de cette volatilité de la croissance irlandaise? Oui, il y a une volatilité en ce qui concerne notamment les données de produits intérieurs bruts, mais c'est un agrégat macroéconomique qui pour l'Irlande est très volatile. Et on a plutôt tendance à regarder le produit national brut qui mesure plutôt la richesse créée par les résidents du pays, et lui qui est beaucoup plus stable dans le temps et qui est aujourd'hui un tiers inférieur au PIB. Et donc lui, il est beaucoup moins volatile. Et ensuite, la force de la Banque d'Irlande, c'est d'être le numéro 1, le leader dans les prêts hypothécaires, puisqu'ils ont 40% de part de marché sur ce produit-là. Il représente un tiers des dépôts. En revanche, le risque, c'est évidemment l'immobilier. Ah, oui. Oui. Nous considérons que tant que l'économie continue de croître, les prix ne devraient pas connaître une correction. Nous sommes dans une situation en Irlande avec une forte pénurie de logements. Et le rythme n'est pas du tout de la croissance, n'est pas du tout celui des années folles. Oui, des années folles. Puisque dans les années 90 et 2000, c'était 7 à 9%. Aujourd'hui, on est plutôt à 3. Quelque chose qui reste assez sain du point de vue de la croissance, et notamment avec cette dimension immobilière. On ne retrouve pas les exagérations, les exubérations, les exubérances qu'on a pu avoir effectivement dans les années d'avant la grande crise financière. Quelle est la stratégie de la banque pour maintenir son rythme de croissance, de développement? Est-ce que c'est une banque qui se développe, de manière interne? Est-ce qu'il y a de la croissance externe à faire également dans un marché européen bancaire qui est plutôt en consolidation aujourd'hui, Nicolas? Oui, il se concentre sur le marché domestique puisqu'il affiche beaucoup de potentiel. En 2022, ils ont racheté la première boutique indépendante de gestion de fortune en Irlande qui s'appelle Davy, et qui fait qu'aujourd'hui, la Banque d'Irlande a 60 milliards d'encours sous gestion sur ce métier-là, et c'est un métier qui devrait grossir beaucoup plus que le reste de l'activité. Bon, la stratégie, c'est le digital, évidemment, avec les néobanques qui sont toujours pas loin derrière. Revolut a déjà plus de 3 millions de clients en Irlande. Cela n'a pas empêché la Banque d'Irlande de croître ses dépôts de 3% par an ces dernières années. Après, il est tout à fait envisageable que Revolut lance des prêts hypothécaires dans les années à venir, ce qu'ils ont toujours reporté. Et donc, la stratégie, c'est d'investir dans le numérique et de fluidifier le parcours client. Se préparer à l'arrivée prochaine de cette concurrence, alors qui finira par arriver, j'imagine, sur les prêts immobiliers accordés notamment par une banque comme Revolut. Vous le disiez, aujourd'hui, c'est une banque qui est bien capitalisée, c'est une banque de taille moyenne. En termes de valorisation, alors il y a différentes manières de mesurer la valorisation d'une banque. Je ne sais pas quels sont les critères pour vous les plus pertinents. Qu'est-ce que l'indicateur de valorisation nous dit de la banque, et comment est-ce que chez Clartan, vous gérez la position? Qu'est-ce qui vous intéresse encore comme moteur de performance pour le titre Bank of Ireland aujourd'hui? Oui, donc c'est une position que nous avons initiée en début d'année et que nous avons pu renforcer par la suite. C'est une société qui est une valeur comme on dit, de fonds de portefeuille avec une croissance bénéficiaire régulière. Dans les années à venir, nous considérons que le premier moteur pour la performance du titre sera ce qu'on appelle le levier opérationnel, c'est-à-dire que les revenus vont progresser beaucoup plus vite que les coûts, notamment les revenus avec les prêts hypothécaires qui progressent de 5% par an, la gestion de fortune qui devrait voir ses encours progresser de 10% par an à 100 milliards d'euros,
puisque non seulement le patrimoine croît, mais également les plans de retraite se développent, puisqu'en Irlande, 2/3 des employés du secteur privé ne bénéficient pas de plans de retraite avec leur entreprise. Par conséquent, il y a une forte demande de solutions particulières. Les PME également, c'est un vecteur de croissance majeur, puisque le gouvernement a mis en place un plan d'investissement de 300 milliards d'euros qui devrait soutenir notamment le secteur du bâtiment et la construction en général. Mais c'est vraiment la croissance des résultats qui guide aujourd'hui la performance du titre. Oui, donc on est sur 4% de croissance des revenus et les coûts devraient progresser de manière beaucoup plus lente avec les fermetures des agences, le développement de l'intelligence artificielle, réduction des coûts qu'on voit d'ailleurs dans toutes les banques européennes. Donc nous sommes plutôt sur une croissance des bénéfices proche de 10% par an. Et nous considérons que la banque devrait générer un retour sur fonds propres au moins 15% d'ici 3 ans. Et la distribution de dividendes est également intéressante puisque ils distribuent autour de 8 à 10% de leur capitalisation sous forme de dividendes ou rachat d'actions. Beaucoup d'intérêt effectivement autour du secteur bancaire et autour de ce cas particulier de Bank of Ireland, une banque de taille moyenne, domestique, nationale sur le territoire irlandais et un peu plus largement britannique. Merci beaucoup Nikolai. Nikolai Marinov, gérant chez Clartin Associés, qui décryptait pour nous ce cas d'investissement ce soir.